Alors voilà, 5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour Aurélie Vallogne. Bonjour Alice. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, je suis très fière, et parce que tu es l'auteur préféré des Français en 2018 selon le classement du Figaro. Mais écoute, c'est vraiment formidable. Alors je sais qu'il n'y a plus besoin de te présenter, mais je le fais quand même. Tes romans sont des phénomènes populaires, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on trouve dans la presse, donc c'est vrai. Ils sont lus par tous les âges, donc c'est quelque chose qui est aussi qu'il faut remarquer. Tu as dépassé le million d'exemplaires vendus, et je parle que de la France. Hein, je sais que tu es vendu aussi à l'étranger. Bon, j'ai pas les chiffres. Tu es donc la première autrice du classement, parce que c'était habituellement quand même pas mal occupé par les hommes, et ça aussi c'est une autre source de fierté, j'imagine, pour toi. Donc, on va parler aujourd'hui principalement de ce que tu écris, de tes romans. Ça parle surtout de la famille contemporaine en France, hein, je vais dire. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Tes personnages sont des gens de tous les jours, voilà, des familles ordinaires. Je dirais que, à travers ce que j'en ai perçu, pour moi, ce sont des gens qui luttent au quotidien pour s'adapter à ce monde qui parfois est un peu absurde, ou pour lui donner un sens. Pour donner un sens à leur vie dans ce monde. Hein. C'est peut-être un peu ça. On retrouve ta marque de fabrique dans tes titres. Alors, je les cite en vrac, ça va faire un peu un inventaire à la Prévert. Mémé dans les orties, En voiture Simone, Minute Papillon, Au petit bonheur la chance, La cerise sur le gâteau. Ce sont des expressions populaires. Et ça émaille habituellement notre quotidien depuis très longtemps. Et en lisant les livres, on se rend compte que même les titres de tes chapitres sont des expressions populaires, et ne parlons pas des dialogues de tes personnages assez savoureux qui sont tout le temps émaillés aussi d'expressions populaires. Donc ça rajoute un plaisir, je dirais, simplement au thème de tes romans ou à l'histoire que tu racontes, que ce soit comme ça fait comme une petite musique qui revient. Voilà, donc tu en as écrit 5 à ce jour. Donc, Oui. Mémé dans les orties, c'est l'histoire d'une rencontre entre un vieil homme, une petite fille et une grand-mère geek, on va dire, beaucoup plus âgée que lui. Il est jeune par rapport à elle. En voiture Simone, c'est une comédie familiale avec des parents, 3 fils et 3 belles-filles et les petits-enfants. Alors, ça fait beaucoup de monde dans la maison de vacances. Minute Papillon, c'est l'histoire de... Alors, il y a 2 romans qui m'ont touché particulièrement dans tes romans, c'est Minute Papillon et c'est Au petit bonheur la chance. Alors, Minute Papillon, c'est l'histoire de Rose, qui est une mère célibataire, qui a toujours fait passer les autres avant ses propres besoins, et un jour, elle perd son emploi, et en plus, c'est au moment où son fils quitte la maison. Alors voilà, ça va bouleverser les choses et ça va provoquer des événements, mais voilà, j'ai été touchée par l'histoire de cette femme qui lutte aussi pour s'en sortir. Et Au petit bonheur de la chance, c'est un enfant, tout est vu à travers le regard de cet enfant qui a 6 ans, qui est abandonné par sa mère, confié à sa grand-mère. Et c'est les relations entre l'enfant et la grand-mère. Et ça se passe en 1968. Donc c'est un roman voilà, historique. Oui, je sais que maintenant, quand on parle du XXe siècle, on passe dans la catégorie historique. Donc, mais c'est vrai, on le sent en lisant tous les petits détails et tout, que oui, c'est un autre siècle. Hein. Donc voilà, le dernier roman, c'est celui-là dont on va parler particulièrement aujourd'hui. C'est La cerise sur le gâteau. C'est un homme qui est obligé forcé de partir à la retraite un petit peu plus tôt que ce qu'il avait prévu. Hein, et je vais te laisser nous en parler. Alors, est-ce que tu peux nous en faire un petit pitch, pardon, très court d'abord, et puis après nous parler des thèmes du roman. Oui, donc ça parle de Bernard et Brigitte. Donc c'est un couple, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, et Brigitte est à la retraite, elle est épanouie comme jamais, elle peut enfin s'occuper de ses petits-enfants, elle a des activités à côté, donc pour elle tout va bien, jusqu'au drame, l'arrivée de son mari à la retraite, Bernard, parce que lui effectivement n'a pas choisi de prendre sa retraite, et pour la première fois de sa vie, cet acharné de travail se retrouve complètement démuni, ne sait pas quoi faire, et il va devoir se poser la question de en fait qu'est-ce qu'il veut vraiment dans sa vie, quelles sont ses priorités, comment occuper tout ce temps libre, quelle est sa nouvelle utilité sociale.
Et il va finalement se rapprocher de plus en plus de sa famille, son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants. Il a loupé un peu pendant toutes ces années son fils qu'il n'a pas vu grandir, et il va essayer de rattraper le temps perdu. Et oui. Et donc, oui, vas-y. Et donc, oui, effectivement, les thèmes de ce roman sont, alors on pourrait croire en première couche la retraite. En fait, ça parle surtout de changement de vie, comment on se retrouve soi-même quand on se retrouve au chômage, quand on décide de démissionner, qu'on ait 60 ans, 30 ans, ou qu'on est encore plus jeune. Et c'est un roman qui me touche aussi parce que ça, voilà, je suis passée par le burn-out, je suis passée par ces phases de la vie du travail qui sont assez compliquées, où finalement, quand on prend le temps de se poser 2 minutes, on se pose la question, mais après quoi je cours? Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, pour être plus heureux, ralentir un peu et revenir à ses rêves d'enfant? Oui, et c'est vrai que tout ça est dans ton roman, mais il y a aussi une dimension écologique dans ton roman, donc parce qu'il va découvrir. Tout à fait. En fait, ça pour moi, je le dis pas toujours en ouverture parce que c'est ma cerise sur le gâteau. Oui. Effectivement, je voulais pas faire un roman sur l'écologie parce Non. que c'est pas évident de faire rire et d'émouvoir sur le thème de l'écologie. Mais j'aime toujours donner des espèces de tares à mes héros qui sont parfois un peu ridicules. Et je voulais que Bernard se trouve une passion pour le jardinage. Le jardinage, c'est vite trouvé pour moi être un peu trop réducteur, et j'ai voulu me dire, moi maintenant que j'ai le temps, que je n'ai plus un deuxième travail à côté, j'ai le temps de me rendre compte de tout ce qui va de travers avec cette planète. Je lis beaucoup d'articles notamment, je me renseigne, et avant j'avais pas le temps, j'avais un rythme de vie effréné, et je me dis, quelqu'un qui se retrouve à la retraite comme Bernard peut aussi prendre conscience de ça. Et donc j'ai fait en sorte que Bernard soit pas seulement passionné par son jardin, mais que d'un seul coup se dise, mais en fait maintenant que j'ai tout ce temps-là, je veux essayer de sauver la planète. Et c'est par l'initiation de son petit-fils qui va être sensibilisé à cette problématique. Par sa maîtresse, parce qu'il doit faire un exposé. Voilà. Exactement. Voilà. Il a son fils Paul qui a 7 ans, qui doit faire un exposé sur le 7e continent. Et moi, j'ai des souvenirs émus de quand j'étais plus jeune, où je demandais de l'aide pendant les vacances scolaires à mes grands-parents pour mes exposés. Notamment, j'avais eu à faire un exposé sur le désert. Donc lui, c'est sur le 7e continent et c'est absolument pas ce que c'est. Et bien évidemment, la maîtresse refuse qu'on regarde sur Internet pour s'aider. Et donc, quand il va commencer à se renseigner, il va se rendre compte que le 7e continent, c'est le continent de plastique qui stagne dans les océans. Et ça va commencer à le révolter, et il va se porter volontaire pour essayer d'être zéro plastique, pour rendre fier son petit-fils auprès de sa maîtresse. Est-ce que c'est vrai que tu es devenue une obsessionnelle, toi aussi, de l'antiplastique après avoir écrit ce livre? En fait, exactement, parce que moi, j'ai toujours été, on va dire, un peu sensible à ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants, notamment manger bio, respecter les autres, respecter la nature. Maintenant, en écrivant ce roman, je me suis vraiment laissée surprendre par Bernard, qui, en devenant taré, je me suis rendu compte que je l'étais autant que lui. Donc, quand il va faire ses courses à la coopérative bio, il emmène ses bocaux, ce que j'ai fait aussi. Quand il va demander son pain, il refuse le pochon en papier, ce que j'ai fait aussi. Donc en fait, en parallèle de Bernard, je vivais certaines choses que j'ai rajoutées dans le roman. Pareil, je refuse toutes les bouteilles en plastique dans la mesure du possible. Quand je fais des conférences de 4 heures et que ma gourde s'est renversée, j'ai pas tellement le choix. Mais effectivement, je réfléchis à 2 fois avant d'acheter la moindre chose en plastique. Donc, je suis devenue une vraie ayatollah, et à Noël, effectivement, j'ai disséminé autour de moi plein de cadeaux un petit peu zéro déchet, donc des guides de mieux vivre, des gourdes, des mouchoirs en tissu, des brosses à dents en bambou, des brosses à dents en bambou, donc ce qui est un peu mon nouveau kit du quotidien, parce qu'effectivement je le vis d'abord et ensuite je le fais retransparaître, je dirais, dans mes romans. Oui, mais c'est très difficile en fait de vivre comme ça. On est environné de plastique, et je veux dire, ça devient il faut avoir aussi du temps à y consacrer, quoi. Oui, il faut avoir du temps, c'est surtout une gymnastique de l'esprit. Au début, on cherche où on peut s'approvisionner, et puis après, on se rend compte qu'il faut changer ses habitudes, il faut tout réapprendre. Donc, un des thèmes de ce livre, c'est donc la retraite, et à la retraite, il faut réapprendre. Mais en fait, Bernard, il a la chance d'avoir encore sa mère, Marguerite, qui est vivante, et il va se rendre compte au fur et à mesure du roman
que ce qui fait du sens, c'est finalement de revenir à une vie plus simple, comme sa mère avait pu la connaître il y a quelques années. Donc en fait, voilà, c'est sûr qu'il faut s'adapter, il faut du temps, mais c'est surtout des nouvelles habitudes à adopter qui demandent un peu d'effort au départ, mais qui sont pas si compliquées que ça. Oui, parce que les personnes âgées, elles n'ont jamais perdu certaines habitudes, effectivement, Oui. qu'on ferait bien de retrouver nous, en fait, c'est ce que tu veux dire. Mais alors, la question que je me suis posée, c'est ton histoire de colibri, le colibri qui veut éteindre l'incendie et qui amène une goutte après l'autre. Bon, j'ai des doutes sur le fait que le colibri arrive à éteindre l'incendie comme ça. Et donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux militer et faire en sorte que les gouvernements vraiment changent les politiques, que les industriels, qu'on ne trouve plus rien en plastique, sous blister plastique dans les supermarchés, en fait, etc. Faire en sorte que ça change Alors, par en haut. Non, en fait, je suis pas d'accord sur le ça change par en haut. C'est ce que je dis dans le roman. Pour moi, c'est un triangle. Donc vraiment, on a 3 acteurs fondamentaux, et Oui. c'est pas juste le gouvernement. On a les acteurs, les consommateurs. Donc nous, en tant que consommateurs, on a un pouvoir d'achat qui est un vrai pouvoir. Si du jour au lendemain, on se met à boycotter certaines marques parce qu'elles n'ont pas le bon comportement, parce qu'il y a trop de plastique, etc., très vite, très vite, les industriels vont réagir. Et très vite, l'État va aider. Donc pour moi, on est 3 dans ce rapport de force. On ne peut pas juste demander à l'État de faire la part et puis nous de continuer à acheter des produits qu'on estime être des produits qui ne sont pas durables. Il faut qu'on mette la pression aussi au niveau des industriels. Donc on est vraiment ces 3 consommateurs, industriels et État en même temps. Bien évidemment, l'État a un rôle très important à jouer et on a vu que même Nicolas Hulot à l'intérieur a eu du mal à faire bouger les choses. Il y a les lobbies qui sont hyper puissants et moi ça me désole au quotidien. Et pour moi le colibri, tu as complètement raison, à la fin de la vraie fable du colibri, on ne sait pas si le colibri réussit ou pas à faire en sorte que les choses changent. Mais le colibri, comme il dit, moi je fais ma part et ça donne envie à tout le monde d'essayer. Oui. Et toute la jungle, le guépard, le toucan avec son grand bec, etc., viennent aider le colibri. Oui. Donc c'est ça la magie aussi, c'est de se dire que quand on est 8 milliards sur la planète, si chacun fait un petit peu, ça peut faire beaucoup. Oui. Mais effectivement, si on se dit tout seul, j'y arriverai jamais, bien évidemment, ça vaut même pas la peine d'essayer. Et puis on peut se dire que la planète elle est foutue et puis nos enfants n'auront plus rien à bouffer dans même pas 60 ans, et ça forcément c'est pas acceptable. Donc c'est aussi ça le message de ce roman, c'est un acte de résistance. Quand on regarde dans les années 40 et qu'on se dit, voilà, quand on regarde nos familles et on se dit qui était résistant, je pense que la nouvelle guerre aujourd'hui c'est la guerre pour la planète, pour sauver ce qui reste à sauver, quand on voit vraiment qu'on peut tout détruire et pas se poser de questions, et nos enfants vont nous demander des comptes, donc il faudra rendre des comptes. Et donc c'est vraiment ça aussi ce message pour moi. Eh bien, écoute, je suis très contente de t'avoir entendu t'animer comme ça, tu es devenue une passionnariat, c'est formidable. Je suis vraiment ravie de t'avoir donné l'occasion de t'exprimer de cette façon sur ce thème. C'est super. Et alors, donc, on va revenir à l'écriture. J'aimerais bien savoir la petite Aurélie, à quel moment elle a décidé d'écrire un jour. Est-ce que tu te rappelles des tout premiers moments de ton rapport avec l'écriture ? Oui, en fait, j'ai commencé à lire, comme tout le monde, à 6 ans. Et je crois que c'est ma grand-mère qui m'a offert mon premier livre. Et quand je l'avais fini, donc c'était l'Histoire sans fin, quand je l'ai fini, je lui ai écrit une carte postale en lui disant « Ça y est, j'ai trouvé, quand je serai grande, mémé, je veux être écrivain ». Donc bien évidemment, elle a cherché partout cette carte qu'elle n'arrive pas à retrouver, elle s'en souvient très bien. Moi, il se trouve que j'avais un peu oublié. Je me revois petite continuer à dévorer tous les livres. Donc j'ai lu tout ce qui était Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, Cro-Blanc, beaucoup de Jack London, enfin tout ça, j'ai un peu les classiques, je dirais, les Moby Dick de l'enfance qui m'ont vraiment marqué. J'ai aussi beaucoup lu de romans policiers que ma mère pouvait lire, donc des Agatha Christie, des Mary Higgins Clark, et ce qui m'a toujours intéressé, même quand j'avais 8, 9, 10 ans, c'était d'analyser la structure. Comment on m'amène à faire croire que c'est lui le coupable, alors qu'en fait, depuis le début, on m'amène sur des fausses pistes. Oui. Donc je refaisais tout le roman à l'envers et j'essayais de comprendre comment l'écrivain jouait avec moi. Oui. Donc ça m'a toujours intéressée. Et après, j'ai un peu oublié que j'avais cette envie-là ou cette passion. Je me souviens quand même qu'au collège, je pense que le moment le plus ému de ma vie, c'était quand on a eu le droit en français d'écrire une histoire complètement inventée. Alors, j'ai pas le souvenir de l'histoire en particulier que j'avais écrite. Je sais que le thème, c'était les histoires fantastiques d'Edgar Allan Poe. Donc, j'avais dû inventer une histoire pareil, dans le même thème que le Horla ou quelque chose comme ça. Et j'avais
j'ai adoré ça. C'était la première fois de ma vie où on me donnait carte blanche pour inventer. Et je crois sincèrement qu'on a dû le faire 2 fois en 2 ans. Donc c'était pas beaucoup, Non, mais j'ai un souvenir qu'à ce moment-là, je me suis un peu... ça a réveillé quelque chose chez moi, même si très vite, on nous demande de nouveau d'étudier les textes, de faire plutôt des études de textes que de se lâcher complètement. Et puis après, voilà, moi j'ai un peu oublié ce rêve de petite fille. J'ai pas osé faire un baccalauréat littéraire parce que je me suis dit, je suis pas sûre à 100% de ce que je veux faire plus tard. J'hésite entre journaliste, styliste, décoratrice d'intérieur, publicitaire. Je sais qu'il y avait une part créative très forte chez moi que je voulais... j'avais envie d'éveiller, mais j'avais jamais pu vérifier que j'étais intelligente sur le point de vue créatif, alors qu'à l'école ça fonctionnait bien. Donc finalement j'ai fait des études économiques parce que c'était un peu la voie entre deux. Je sais que j'étais pas bonne en maths. Et puis après, une fois que j'ai fait une prépa économique, une école de commerce, très vite j'ai essayé de trouver quel pouvait être le travail le plus créatif possible dans cette voie-là. Donc j'ai de nouveau été un peu intéressée par la partie publicitaire, et puis finalement c'est le marketing qui se rapprochait le plus, et aussi la communication. Et donc voilà, donc j'ai fait un apprentissage après chez IBM en communication, et puis ensuite je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça, parce qu'il y avait qu'une partie de mon cerveau qui fonctionnait. En gros, mon travail c'était de résumer des articles de presse, et il n'y avait pas de partie créative, donc ça me manquait beaucoup, et d'analyse. Et donc finalement je me suis vraiment orientée après coup pendant plus de 13 ou 15 ans dans un métier plutôt commercial marketing, où il s'agissait d'analyser des parts de marché, de trouver des concepts avec des consommateurs qui soient plutôt preneurs, mais sur des produits qui m'intéressaient pas beaucoup, des produits de grande consommation qui me faisaient pas rêver, avec lesquels j'avais très peu de sensibilité. Et il se trouve qu'effectivement, mon rêve de petite fille est revenu beaucoup plus tard, à 30 ans. Quand mon mari a été muté à l'étranger, on habitait Paris tous les deux, il a été promu à Milan, et donc j'ai dû démissionner pour le suivre, et c'est à ce moment-là que je me suis autorisée à me rappeler de mon rêve de petite fille. Génial, super. Alors j'imagine que peut-être si tu avais fait du marketing avec des produits peut-être de culture, peut-être déjà des romans ou des, je sais pas, de la musique ou du théâtre, peut-être que tu aurais pu trouver, à te réaliser là-dedans. Mais finalement cette frustration, le fait que c'était des objets qui n'avaient rien à voir avec la culture, ça t'a permis une telle frustration que tu t'es autorisée après, oui, effectivement. Oui, mais qu'en plus, c'est vrai que quand j'ai démissionné de mon travail à Paris pour suivre mon mari, je me souviens avoir vidé mes placards, avoir jeté beaucoup de mon travail que j'avais réalisé pendant 6 ans, notamment des espèces de gros dossiers, des rapports de parts de marché, d'études, etc. Et en jetant tout ça, j'ai eu l'image qui m'est venue en tête, et je me suis dit, mais c'est l'équivalent de 10 romans que j'aurais pu écrire. Et donc, à ce moment-là, ça revient d'un coup comme un vieux rêve qui s'impose à nouveau à soi. J'avais oublié qu'il y avait ce truc-là qui existait. Et c'est vrai qu'en parallèle, je sortais d'une passe pas très agréable, je sortais d'un baby blues, donc j'étais pas au top de ma vie. Je me posais beaucoup de questions sur, est-ce que je suis vraiment heureuse? Est-ce que ce travail et cette vie me satisfont pas aujourd'hui? En parallèle, j'ai une cousine du même âge que moi qui est tombée très gravement malade, et pour le coup, elle en est morte après. Et donc quand on se dit souvent tout peut s'arrêter demain, quand on est jeune on se dit oui mais c'est vague, c'est pas concret. D'un seul coup ça m'a rattrapée, et là je me suis vraiment dit mais en fait si tout s'arrête vraiment demain, est-ce que j'ai vécu mes rêves, est-ce que je suis heureuse? Et là de nouveau il y a cette image qui s'est imposée à moi, je voyais ma tombe et c'était écrit Aurélie Valognes, écrivain. Et donc là quand de nouveau ça revient, et ça revient plus cette histoire de tous ces rapports de travail que je jette, où je le compare avec des bouquins, quand j'ai enfin l'opportunité et le temps en arrivant en Italie, je me dis dans ta vie tu n'auras pas 2 fois l'occasion d'avoir à peu près 4 à 6 mois devant toi qui sont juste pour toi, personne ne te demande rien, tu mets ton enfant à la crèche, tu as du temps pour toi pour apprendre l'italien, mais apprendre l'italien c'était 2 heures par jour, tout le reste du temps il faut que tu le mettes à profit. Et il se trouve qu'effectivement, en arrivant à Milan, la première chose que j'ai faite, ça a été de m'inscrire à l'Institut français. Et en allant là-bas, ils m'ont demandé mon prénom, donc Aurélie, mon nom, Valognes, et ils me demandent mon métier. Et là, j'ai vraiment eu un moment où je ne savais pas quoi répondre, vu que je venais de démissionner. Et là, je les regarde droit dans les yeux et je leur réponds écrivain. Et je me sens rougir parce que je sais que c'est pas vrai, j'ai encore jamais écrit même un journal intime, rien du tout. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, maintenant que tu l'as dit, il va falloir le faire. Et tu n'as plus le choix. Et donc c'est à ce moment-là, effectivement,
effectivement que je me suis dit, tu ne chercheras pas un travail tant que tu n'auras pas fini ton roman. Génial. Alors tu fais mentir le proverbe qui dit qu'il faut vendre la peau de l'ours, qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et aussi de la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que, et moi j'ai toujours été persuadée que ces proverbes, en fait, ils étaient faits pour empêcher les gens d'avancer, mais qu'en réalité c'est l'inverse qu'il fallait faire. Il faut vendre l'ours avant de l'avoir tué, et il faut mettre la charrue avant les bœufs. Sinon on n'avance pas, quoi. Voilà. Il y a un côté prophétique, il y a un côté on se projette. Oui. Parfois, on a besoin d'un coup de pied au derrière et c'est pas nos proches qui vont nous le donner parce que même mon père ou ma mère, quand je leur ai dit que j'avais écrit et que je leur ai fait lire Mémé dans les orties, qui était mon premier roman, tous les deux ont été assez réticents. Mon père m'a dit garde bien ton métier. Donc c'était quand même, je ne croyais pas forcément non, c'est pas ça. dans l'avenir. Et ma mère, elle m'a dit mais t'es sûre qu'il est fini l'histoire? Est-ce que ça s'arrête vraiment d'un coup? Et donc tous les deux n'étaient pas vraiment enthousiastes. Et mon père l'a relu plus tard et il m'a dit je m'excuse parce que je l'ai lu avec les yeux d'un papa très inquiet. Tiens, ma fille se prend pour un écrivain. Et en fait, notre entourage, souvent, a peur pour nous et représente des freins, soit qu'on se met nous-mêmes ou qui nous font ressentir. Et je pense qu'en partant à l'étranger, ça m'a aussi aidé à me réinventer. Ce que je ne me serais peut-être pas autorisée si papa et maman habitaient encore à 5 km, où tous les jours, je devais leur rendre leur compte. Comment t'occupes tes journées? Non, je fais rien, rien de particulier. Alors qu'en fait, tous les jours, je besognais à fond sur mes personnages, sur mon histoire, et je voulais le dire à personne. Même mon mari ne l'a pas su tant que j'avais pas fini de l'écrire. Oui. Mais c'est vrai que souvent, quand on est à l'étranger, on s'autorise des choses qu'on ne s'autoriserait pas sinon. On est dans une espèce de bulle protégée parce que on n'a pas les repères des gens autour de nous, on n'a pas leurs références et on se sent très libre, en fait, finalement. Et tu as pu expérimenter ça. Alors, est-ce que tu penses parce que tu es une romancière populaire, hein, tu es un écrivain populaire, est-ce que tu penses qu'un écrivain populaire peut changer le monde? Alors moi, il y a une idée qui me plaît beaucoup, c'est que souvent, on se rend compte que les choses arrivent dans la réalité parce qu'on les a imaginées plusieurs fois grâce à la littérature. Le premier exemple que j'ai, c'est Tintin. On a marché sur la Lune a été écrit avant qu'on envoie les premiers hommes sur la Lune. Donc parfois, effectivement, la fiction dépasse la réalité. Une autre histoire, c'est aux États-Unis, plusieurs fois dans des films, on a eu des présidents noirs qui étaient mis en scène. On a 24 heures chrono, on a le 5e élément, et après, Barack Obama a été élu. Donc je pense que la littérature a un rôle à jouer dans préparer les esprits à montrer que ça peut être possible pour essayer effectivement de casser des codes et des barrières et puis enlever les derniers freins qui peuvent exister. Donc je ne pense pas qu'un roman puisse changer le monde. Par contre, peut faire évoluer certaines mentalités, oui. Oui, c'est évident. Et je pense que ton dernier roman va faire certainement bouger beaucoup de gens sur leur rapport à la planète et au plastique. J'en suis persuadée. C'était mon idée et c'est aussi pour ça que j'ai jamais communiqué, notamment sur la 4e de couverture, en disant que c'est un roman sur l'écologie. Parce que j'ai été dans un monde où tout va très vite, où j'ai à peine le temps de me voir mes enfants, donc de là à me préoccuper de la planète. Enfin, je comprends les préoccupations, la fin du mois par rapport à la fin du monde. Je comprends tout à fait. Donc je me suis dit en fait, ce qu'il faut aussi, c'est que ce soit pas moralisateur, pas culpabilisateur, mais que je monte Bernard comme moi je le suis, à échouer tous les jours, mais essayer un petit peu. Et je me suis dit, si jamais il y a une personne sur 100 qui regarde sa bouteille en plastique de manière différente, qui réfléchit à 2 fois avant de jeter son mégot de cigarette par terre, j'aurais déjà l'impression d'avoir gagner quelque chose, d'être un peu plus fière de moi et d'avoir réussi à transformer cette chance que j'ai d'avoir plusieurs milliers de lecteurs et de me dire si ça peut faire avancer un petit peu les choses, ça sera pas juste par mon roman, mais autour de soi on entend parler tellement que ça sera qu'une goutte d'eau de plus, mais qui peut faire une petite différence. Oui, une grosse différence, je pense. Et alors, dans tes romans, il y a toujours des personnages féminins, bien entendu, c'est normal, puisqu'on est dans les familles. Hein. Donc, il y a les grands-mères, les mères, les filles, les belles-filles, les petites-filles. Est-ce que tu as le sentiment, par rapport aux femmes et à la place des femmes et à la condition des femmes, de faire bouger les lignes avec tes romans ? Pas du tout. Enfin, j'aimerais bien dire oui. J'ai plutôt l'impression parfois, et ça reste... j'ai besoin, moi, de mettre souvent des protagonistes hommes, et je culpabilise parce que
je me dis, mais je pourrais avoir plus de protagonistes femmes. Typiquement, la seule héroïne que j'ai parmi tous mes romans, qui tient tout le roman, c'est Mille Papillons, avec Rose. Oui. Sinon, je dois bien avouer que Ferdinand, Jacques, Jean et puis Bernard, ces 4 autres romans, mon vrai protagoniste, c'est un homme. Donc c'est là où je me sens un peu mal à l'aise parfois, où on peut essayer de regarder un roman, est-ce que c'est un roman féministe ou pas. Je crois que je suis un peu à la traîne, en vérité. Par contre, il y a toujours des femmes dans mes romans qui servent toujours à faire évoluer le protagoniste qui pour le coup au départ est un peu bougon, un peu paumé et surtout il se plante complètement. Donc en fait les femmes sont là pour tenir le miroir en face du protagoniste et lui montrer le chemin. Donc c'est en ça peut-être qu'effectivement elles ont un rôle très important et actif, et notamment quand j'utilise les personnes âgées, je les mets pas par plaisir de mettre des personnes âgées, je les mets parce que j'aime que mes romans rappellent les valeurs essentielles. Et pour moi les valeurs essentielles ce sont pas celles de être collé à son téléphone toute la journée, les réseaux sociaux, courir après une promotion au travail, etc. Mais plutôt se souvenir de ce qui nous rend vraiment heureux, de ce qui est vraiment important pour nous. Et les personnes âgées sont les meilleures personnes parce qu'elles ont déjà vécu, parce qu'elles savent que le temps passe très vite et savent nous enseigner pour ne pas faire les erreurs qu'elles ont pu déjà commettre. Et donc c'est aussi pour ça que voilà, pour moi, il y a toujours ces personnages très importants dans mes romans, parce que ça nous fait gagner du temps aussi si on est capable, nous, quand on est plus jeune, de les écouter. Oui, c'est vrai. Mais je dois dire quand même que tes personnages féminins sont solaires et donc ils rayonnent de quelque chose à leur petite échelle. Toujours, hein, c'est le quotidien. Mais donc, il y a une dimension, alors effectivement, qu'on ne pourrait pas appeler peut-être féministe, et encore. Je suis persuadée que le féminisme, c'est pas seulement mettre en avant les femmes qui réussissent, mais aussi les femmes ordinaires, et les femmes qui ne font rien de remarquable, mais or, leur quotidien est remarquable. Parce qu'elles portent à bout de bras souvent des familles. Elles les font tenir debout. Tout à fait. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, oui, je te rejoins sur le féminisme. En fait, je me rends compte que, notamment dans Au petit bonheur la chance, c'est un roman que j'ai écrit avec les tripes pour dénoncer aussi la condition des femmes de l'époque, mais aussi parce que j'habitais à l'époque en Italie et je me suis rendu compte que si je tombais enceinte et si j'avais décidé de ne pas garder le bébé, en Italie, ça ne passe toujours pas. Oui. Les gynécos là-bas nous font la morale en disant mais c'est pas croyable. Et donc en fait, moi, j'ai la chance d'avoir été assez éduquée, d'avoir fait des études et d'avoir un peu de répondants, mais il y a plein de femmes qui n'oseraient pas répondre, et donc il y a un homme gynéco qui va décider pour une femme si elle doit ou non garder un enfant, alors peut-être que dans sa vie c'est pas le bon moment, etc. Donc en fait effectivement ce débat sur qu'est-ce qu'être mère, qu'est-ce qu'être femme, comment concilier sa vie de femme, sa vie de maman, sa vie de travailleuse, c'est pas évident, et donc c'est effectivement un des gros thème de Au petit bonheur la chance. Et puis aussi quand on regarde Mille Papillons, cette maman qui s'est cassée en 4 pour élever son fils, qui est loin d'être reconnaissant au départ, qui a toujours fait passer les autres, effectivement pour moi c'est une guerrière, et j'ai aussi écrit ce roman en pensant à ma mère qui s'est clairement sacrifiée pour m'élever moi et mon frère. Oui, c'est évident. Moi, je suis pas du tout comme toi. Je trouve qu'il y a une dimension féminisme et qu'il n'y ait pas celle qu'on a l'habitude de voir ou qui est un petit peu voilée, enfin voilà, et qui est effacée par ce quotidien des femmes. Mais c'est la réalité des femmes, et c'est en ça qu'elles sont féministes, souvent sans le savoir, simplement parce qu'elles essaient c'est de la survie en fait. Alors, est-ce qu'il y a un personnage que tu aimes particulièrement dans tous tes romans ? Alors c'est vrai que j'ai toujours une énorme tendresse pour Ferdinand, parce que c'est par lui que tout a commencé, qu'il est très très inspiré donc de mon grand-père maternel qui est encore vivant, et donc c'est vrai que voilà, dans Mémé dans les orties, Ferdinand il me fait toujours mourir de rire dès que je vois des petites choses que mon grand-père fait aujourd'hui. Je continue de prendre des notes en me disant on ne sait jamais, ça peut servir un jour, parce que voilà, il me nourrit vraiment beaucoup. Et après, le deuxième qui est pour moi hyper fort, hyper présent, et parfois je peux regarder les gens dans la rue et me dire tiens, est-ce que c'est pas lui, et me souvenir mais non, je l'ai inventé, c'est Jean d'Au petit bonheur la chance, ce petit gamin de 6 ans qui moi m'a
voilà, m'a beaucoup touchée. Je crois qu'il y a comme une cicatrice sur mon cœur en pensant à lui régulièrement, parce que c'est un petit gamin blessé qui quand même essaye de voir la vie avec le plus d'optimisme possible. Il a des petits bobos aux genoux, au cœur, mais il continue d'avancer et voilà. Et je trouve que c'est un personnage qui m'émeut beaucoup. Et rien qu'en rencontre, souvent on me pose des questions sur ce roman et sur lui. Régulièrement, je me remets à pleurer parce que c'est un truc très lourd. C'est un mélange de mon papa, de mon fils et voilà, j'ai vraiment écrit avec mes tripes. J'ai pleuré en écrivant certaines scènes. J'ai ri aussi en faisant quelques dialogues. Mais ce personnage-là, effectivement, le petit Jean, me tient beaucoup à cœur. Oui, mais c'est vrai que tu l'as réussi. C'est un très beau personnage. C'est très émouvant. Ah, merci. C'est un beau personnage. Il m'a beaucoup émue, moi aussi. Oui. Alors c'est le moment où je me fais plaisir. Alors il va y avoir un petit peu au niveau technique un petit truc là parce que sinon j'arrive pas à lire l'extrait, mais je vais lire un extrait de ton dernier roman. Donc j'ai choisi un extrait où on va présenter un petit peu toute la famille. Donc voilà, je crois que c'est dans le chapitre 3 qui s'appelle Les carottes sont cuites. Donc comme je disais tout à l'heure, une belle et une jolie expression. Alors comme chaque année au mois d'août, Bernard et Brigitte avaient invité dans leur maison bordelaise leur fils unique, Nicolas, sa femme Alice, leurs petits-enfants Paul et Charlotte, ainsi que Marguerite, la mère de Bernard, que Brigitte voyait désormais très régulièrement depuis qu'elle était à la retraite. La maîtresse de maison se leva de table pour débarrasser les 4 plats de résistance qu'elle avait mitonnés pour le dîner. De l'avoir concocté un plat végétarien bio, un sans gluten et un bien cuit, en plus du sien, contrariait sérieusement Bernard, qui pourtant n'avait jamais mis les pieds dans une cuisine. Brigitte aimait recevoir et faire plaisir. On lui aurait demandé d'en préparer 10, qu'elle n'aurait pas été plus ennuyée. Ce qui la chagrinait était plutôt les ronchonnements incessants de son époux, qui rabâchait inlassablement « Et en plus, ils ne sont même pas allergiques, c'est juste pour nous faire suer ». Bernard et Brigitte étaient un couple atypique. Certains observateurs diraient mal assorti. D'autres, plus pacifistes, les qualifieraient de complémentaires. Elle, posée, solaire, tournée vers les autres. Lui, stressé, stressant et surtout tourné vers son nombril. Brigitte était le roc, Bernard l'envahissant parasite. Dépendant, toujours à compter sur les autres pour sa survie, comme une moule et son rocher. Brigitte avait attendu patiemment que le gâteau fût englouti pour annoncer une grande nouvelle à sa famille. Alors que son mari tirait une tête de 6 pieds de long et faisait trembler du genou toute la tablée, Brigitte semblait aussi excitée qu'une enfant au soir de Noël. Agrippée d'une main à sa petite cuillère et de l'autre au genou de son époux, la sexagénaire fit teinter le pyrex de son verre avant de s'éclaircir la voix. « Mes chers enfants, chère Marguerite, nous avons quelque chose d'important à vous annoncer. Bernard a décidé de prendre sa retraite. » Voilà, je vais arrêter là. Merci, c'est émouvant. Tant mieux, écoute, j'aime beaucoup ce passage et j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment fait sourire le détail de la fin. La sexagénaire fit teinter le pyrex de son verre. Ça, oui. J'ai beaucoup aimé. Oui. Alors, est-ce que tu rédiges un plan à l'avance ou est-ce que tu laisses courir ton inspiration, tu improvises ? Alors en fait, comme j'ai commencé à écrire et que j'avais un temps très très restreint pour l'écriture, et surtout parce que voilà, le 2e, le 3e, le 4e roman, j'avais un travail à côté, je pouvais pas juste ouvrir l'ordinateur et attendre que l'inspiration arrive. Donc moi, ce qui me rassurait aussi pour éviter d'avoir cette peur de la page blanche, a toujours été de préparer mes tout de A à Z sur des carnets avant. Et donc, au moment où je vais ouvrir l'ordinateur, je sais déjà ce qui va se passer dans le chapitre 1, dans le chapitre 2. J'ai déjà fait mon plan, je sais quels personnages interviennent, je sais quel sera le rebondissement du chapitre. Donc, je connais tout de A à Z. Donc, en fait, il y a à peu près 4 mois de préparation sur un carnet où je fais la structure, je fais la montée je dirais la montée dramatique, des fiches personnages. Je fais beaucoup de lectures, je fais des recherches, soit sur une période, soit sur des maladies ou autres. Et une fois que j'ai tout ça qui est réuni, que j'ai presque, c'est comme un puzzle, j'ai toutes les pièces qui sont réunies et elles sont emboîtées. À ce moment-là, je peux ouvrir l'ordinateur et je déroule. C'est comme un film. Hein. Je vois le film dans ma tête et puis j'écris les scènes. Je vois déjà de quel angle je dois les décrire. J'essaye de pas trop donner d'éléments, même physiquement sur chaque personne, pour qu'on puisse se les approprier aussi. Et puis voilà, donc je me fais confiance, je suis
ce fil. Et puis de temps en temps, je peux me laisser surprendre. Voilà. Bernard devait pas être complètement fan d'écologie. Il l'est devenu parce que mes lectures à côté faisaient que je pouvais pas m'arrêter juste à passionner de jardinage. Oui. Mais après, ça changeait pas la fin du roman que j'avais déjà. Ça changeait pas, voilà, le fait qu'on se retrouve à chercher ce qui est important pour nous et à suivre ses rêves d'enfant. Voilà, au thème principal. C'est vrai que l'histoire du rêve d'enfant revient souvent et tu en as parlé tout à l'heure en parlant de toi, de ton rêve d'enfant. Donc, lorsque tu prends un peu de recul maintenant, parce que maintenant tu peux le faire, tu peux un peu te poser, bon, tu as atteint un but quand même dont beaucoup de personnes rêvent, auquel beaucoup de personnes rêvent, et donc, si tu fais un peu le point, j'imagine que tu es fière, mais qu'est-ce qui te rend le plus fière dans toute cette aventure que tu as vécue jusqu'à présent? Ce qui me rend le plus fière, déjà, je voulais être écrivain et je m'étais dit, pour être écrivain, il faut avoir écrit un livre. Donc, j'ai écrit mon livre, c'est bon. Après, en plus, il a marché, il me met dans les orties. J'aurais pu m'arrêter là. Et puis me dire, c'est bon, mon rêve est atteint, maintenant, c'est que du bonus. Et écrire le deuxième, je dis ça aussi à tous les écrivains en herbe, c'est peut-être le plus dur. Parce que le premier, on n'est pas attendu. Le premier, on peut mettre 10 ans, 20 ans. On a tout le temps qu'il faut. Le deuxième, on a peur de décevoir. On se sent attendu. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et moi, j'ai failli jamais le rendre, ce deuxième, parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est pas au niveau du premier. Il est moins dans l'émotion. Alors, il est plus drôle. Mais en fait, on se met nous-mêmes de nouveau des barrières qu'on avait réussi à enlever pour le premier roman. Donc, d'avoir passé l'autocritique du deuxième, c'est une grande fierté parce qu'en fait, voilà, je l'ai rendu alors que j'avais pas envie de le rendre. C'est compliqué de laisser partir un bébé et de se dire, tant pis. Et au final, il a plu. Il y a même des gens qui me disent, ah non, c'est mon préféré parce qu'il est beaucoup plus drôle. Et chaque lecteur a vraiment sa sensibilité différente. Il y en a qui vont chercher l'émotion, qu'on retrouve plus dans Au petit bonheur la chance, dans Mémé dans les orties. D'autres, au contraire, ont plus aimé cette famille qu'on voit comme un film, un peu comme des films de comédie qu'on trouve au cinéma. Donc finalement, il a plu aussi et ça m'a débloqué pour la suite. Donc ça, c'est pour le côté un peu, je vais être auto-centrée de je suis contente d'avoir vaincu cette peur vraiment que j'avais déjà ressentie pour le roman, mais là c'était décuplé pour le deuxième. Et après, ma grande fierté, moi, c'est quand les lecteurs viennent me voir et me disent merci parce que je pensais que je n'aimais pas lire. Ça fait 40 ans que je passe à côté des bibliothèques, des librairies, je n'ai jamais osé entrer. Et en fait, j'ai dû lire 5 livres dans ma vie et il y en a 4 de vous. Et maintenant, ça me donne envie de lire d'autres choses, de découvrir ça. Et là, c'est la plus grande fierté du monde parce que moi, je sais que les livres, ça a sauvé ma vie. Je viens d'un milieu très populaire, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais j'avais 2 cartes de bibliothèque et tous les jours, je pouvais m'évader, voyager le plus loin du monde. J'avais pas besoin de prendre l'avion, j'avais pas besoin d'aller en vacances très très loin. Et ça, si ça peut égayer le quotidien de certaines personnes, faire réfléchir, permettre de mettre les vêtements de quelqu'un d'autre pendant 300 pages, j'en suis hyper fière. Donc je crois que c'est ça qui me rend le plus fière. Génial. Est-ce que tu as des projets? Alors tu veux peut-être pas, il y a peut-être de la superstition, tu veux peut-être pas en parler, mais sinon, est-ce que tu as envie de nous parler de ce que tu écris en ce moment, sur quoi tu écris et quel sera le prochain, quoi, en fait? Donc oui, effectivement, j'ai du mal à m'arrêter en fait. Donc même si j'avais envie de me dire tiens, je fais une pause, il suffit de dire qu'on fait une pause pour que l'esprit tout de suite gamberge et trouve une nouvelle idée. Donc moi, j'ai souvent 2 ou 3 romans qui sont en train de mariner, on va dire, ou qui sont à l'intérieur de moi. Donc là, je sais, le 6e, j'ai déjà fait le plan, je sais où je veux emmener mes personnages. C'est peut-être plus dans l'émotion, ce coup-ci, un peu plus comme Au petit bonheur la chance. Résultat, quand c'est dans l'émotion, je me mets une pression aussi très forte en me disant je veux pas me rater. Donc je fais beaucoup de recherches en ce moment sur certaines psychologies, sur certains milieux, et je crois que je vais m'autoriser à faire un roman où je vais piocher encore plus dans ma vraie vie et mon enfance. Parce que jusqu'à présent, je me cache toujours derrière des personnages qui ont l'air d'être très éloignés de moi, alors qu'en fait, je trouve qu'ils me ressemblent tous beaucoup. Mais là, pour le coup, je crois que je vais aller chercher dans des souvenirs d'enfance. Je l'écrirai pas à la première personne, mais j'aurais pu l'écrire à la première personne. Et j'ai une espèce de pudeur. Je trouve que ma vie n'a pas forcément grand intérêt. En tout cas, j'en étais persuadée déjà à 30 ans, parce que j'avais pas vécu grand-chose. Donc, je préfère faire en sorte que ce soit la voix d'un autre personnage, mais d'aller vraiment puiser dans ce que j'ai pu ressentir, vivre plus petite pour faire évoluer un personnage qui, encore une fois, va être confronté à une certaine injustice. Je te remercie de nous avoir confié
cette future émotion qu'on va découvrir dans ton prochain roman. Est-ce que, alors on va terminer, je suis en train de regarder avec effarement l'heure et je me dis on a beaucoup parlé. Donc tu as beaucoup parlé et tant mieux, je suis ravie, mais bon, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Donc est-ce que, alors là je vais te demander en vrac et tu choisis ce que tu veux offrir aux gens qui vont regarder cette vidéo. Donc soit une devise, soit un conseil d'écriture ou un secret d'auteur. Alors j'ai une devise qui n'est pas une expression vieillotte de grands-parents, qui est tirée d'un film que j'aime beaucoup, Les Bronzés, qui est une phrase de Jean-Claude Duss qui dit fonce, vas-y fonce, oublie que tu n'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et moi j'ai vraiment l'impression que ma vie, ça a marché sur un malentendu. Je pense que le même texte que j'ai écrit, Mémé dans les orties, écrit par la même personne, envoyé aux mêmes personnes, à quelques années d'intervalle, n'aurait peut-être pas marché. Ou alors au même moment T, mais sans certaines personnes qui ont eu le courage de méditer. Moi, je sais que j'ai reçu des lettres de refus sur ce manuscrit Mémé dans les orties, là, qui est juste là, je l'ai gardé, j'ai presque envie de l'afficher au mur. J'ai retrouvé un email d'une éditrice aussi qui refusait mon manuscrit et qui me disait « Je te souhaite un immense succès ». Et en fait, maintenant, ça me fait du baume au cœur aussi de me rendre compte que voilà, je crois que ça fait partie de la vie de n'importe quel écrivain que d'échouer, que de recevoir des lettres de refus. Mais il ne faut pas se remettre en question, il ne faut pas remettre sa passion, le feu qu'il y a en nous. Il faut juste le prendre comme une épreuve de plus, effectivement, c'est pas évident, mais on va parler de résilience, ça nous fait rebondir, ça nous rend encore plus forts et plus courageux. Et puis, il n'y a pas qu'une voie aujourd'hui pour se faire éditer. Il existe, voilà, on a la chance que l'auto-édition existe, où on peut renverser un peu le rapport de force. Il existe des speed dating aussi de jeunes auteurs. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres nouvelles façons pour exister en tant qu'écrivain. Et pour moi, on est écrivain à partir du moment où on a des lecteurs, pas à partir du moment où on est édité. Donc voilà, donc en fait je pense qu'il faut suivre ses rêves. Si on l'a au fond de nous, il faut écouter la petite voix qui nous rappelle à qui on est vraiment. Et souvent ça arrive un peu plus tard, on se l'autorise que quand on arrive à la retraite notamment. Et puis si on s'écoute un peu avant, ça peut être vraiment une vie extraordinaire. Donc il faut oser. Il faut oser suivre ses rêves, sinon il nous rattrape. Merci Aurélie, c'est vraiment super. Tu as fait d'un coup devise, conseil et secret. C'est génial. Merci à toi. Et merci de nous avoir parlé si librement, de t'être dévoilé comme ça, de nous avoir confié plein de choses. C'était vraiment, je suis très heureuse d'avoir discuté avec toi. Et je te souhaite encore que le rêve continue et que tu continues à surfer sur les nuages comme ça.